Mon père ne m'a pas seulement mise à la porte de la maison cette nuit-là, il m'a jeté hors de sa vie. Il m'a regardé avec un dégoût froid et acéré que je peux encore sentir dans mes os 24 ans plus tard. Il a fouillé dans son portefeuille en cuir, en a sorti un billet de $50 et l'a jeté dans la boue à mes pieds. Il m'a dit d'aller acheter un nouveau nom parce que le nom de Sterling n'avait plus de place pour une fille comme moi. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste ramassé ce billet sale, essuyé la boue sur mon jean et lui ai dit qu'un jour je lui rachèterais son nom. Maintenant je suis dans mon bureau en verre à Seattle regardant la pluie. Quand le flux de sécurité sonne, 2 personnes se tiennent à ma porte d'entrée. Ils ont l'air plus âgés, gris et désespérés. Mais je reconnaîtrais ces visages n'importe où. Mon père regarde la caméra et prononce 4 mots qui glacent mon sang: laissez-nous voir l'enfant. Je me suis juste penché vers l'interphone, ma voix aussi calme qu'un lac gelé, et leur ai demandé: quel enfant, de quoi parlez-vous au juste? Avant de vous raconter comment la couleur a fui leur visage, je veux savoir que vous êtes ici avec moi. Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous écoutez et quelle heure il est pour vous en ce moment. J'aimerais savoir qui fait partie de notre communauté. Columbus, Ohio. 24 ans auparavant. L'air de notre salle à manger avait le goût de rôti brûlé et de rage contenue. L'horloge sur la cheminée a sonné 7 heures, chaque tic-tac sonnant comme un marteau frappant un clou. Je m'appelle Brianna Sterling et cette nuit-là j'ai appris que les gens qui vous ont donné la vie peuvent être les premiers à vous l'ôter. J'avais 17 ans. J'avais peur et j'étais enceinte. J'avais passé tout l'après-midi à répéter comment leur dire, pensant que peut-être le lien du sang signifierait quelque chose. Mais quand les mots ont finalement quitté mes lèvres, le silence qui a suivi était plus lourd que la tempête dehors. Mon père Gregory ne bougeait pas. Il me fixait comme si j'étais un morceau de fruit qui avait pourri sur sa coûteuse table en noyer. Ma mère Suzanne ne m'a pas regardé du tout. Elle a juste continué à plier sa serviette encore et encore jusqu'à ce que ses jointures soient blanches. Gregory a finalement parlé, sa voix un grondement bas et dangereux. Tu as ruiné ce nom, Brianna. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait à notre réputation dans cette ville? J'ai essayé d'expliquer qu'Ethan et moi prendrions nos responsabilités, que j'avais juste besoin d'aide pour finir l'école. J'ai tendu la main vers celle de ma mère, mais elle l'a retirée comme si mon toucher était contagieux. 10 minutes, a dit Gregory. Il n'a pas crié. Cela aurait été trop humain pour lui. Il a juste fouillé dans son portefeuille et en a sorti un billet de $50. Prends ceci et pars. Si tu sors par cette porte, tu n'es plus une Sterling. Tu n'es rien. J'ai regardé ma mère, la suppliant de mes yeux de dire quelque chose, n'importe quoi. Mais elle s'est juste levée, à marcher vers la cheminée et à retourner notre photo de famille face contre terre. Le doux clic du cadre frappant le bois a sonné comme la fermeture d'un cercueil. Je me souviens de la pluie. Ce n'était pas une bruine, c'était un déluge froid et punissant qui a traversé ma fine veste en quelques secondes. Je me tenais sur le porche, mes mains tremblant autour de la sangle d'un unique sac poubelle rempli de vêtements. J'ai entendu la serrure se fermer derrière moi, un son sec et final qui m'a dit que le monde que je connaissais était parti. Je me tenais là dans la boue, fixant ce billet de $50 dans ma main. C'était le prix qu'ils avaient mis sur ma vie. Mon père venait de m'utiliser comme une déduction fiscale, un mauvais investissement dont il se débarrassait. Je n'ai pas pleuré, la pluie le faisait pour moi. Tout est resté silencieux pendant des jours après que j'ai trouvé une gare routière. Mais dans ma tête, les mots de Gregory continuaient de résonner. J'ai fini dans un motel bon marché à Seattle, tremblante et seule. C'est là que j'ai rencontré Evelyn. Elle était la propriétaire, une femme aux yeux qui avait vu 1000 tempêtes et au cœur fait de fer. Elle m'a trouvé effondré dans le couloir de son motel, me tenant le ventre. Elle n'a pas demandé ma carte d'identité, elle n'a pas demandé mon histoire. Elle m'a juste enveloppé dans une couverture chaude et m'a assise avec une tasse de thé. Je lui ai tout raconté. Je lui ai dit que j'étais une erreur, une honte, une fille sans avenir. Evelyn m'a regardé, son regard fixe, et a prononcé des mots que je finirais par graver dans les fondations de mon entreprise. Elle s'est penchée et a chuchoté: Brianna, écoute-moi. Ils ne t'ont pas rejeté. Ils ne t'ont pas jeté. Ils perdent juste le privilège de te voir briller. À partir de ce moment, tu ne leur appartiens pas. Tu appartiens à la femme que tu es sur le point de devenir. Cette nuit-là, pour la première fois depuis Columbus, je ne me suis pas senti victime. Je me suis senti comme une arme secrète. J'ai regardé ce billet de $50 boueux sur la table de chevet et j'ai fait un vœu silencieux. Je n'allais pas seulement survivre. J'allais construire quelque chose de si puissant qu'il devrait supplier pour une place à ma table.
Construire une vie à partir de zéro n'est pas un montage cinématographique, c'est une guerre lente et acharnée contre votre propre épuisement. Après qu'Evelyne m'ait accueilli, j'ai travaillé 18 heures par jour à son hôtel. J'ai frotté les toilettes jusqu'à ce que mes mains soient à vif. Et j'ai transporté du linge jusqu'à ce que mon dos donne l'impression qu'il allait se briser. Mais chaque nuit quand les clients dormaient et que le hall était silencieux, je m'asseyais derrière la réception et ouvrais un ordinateur portable usé qu'Evelyne m'avait donné. Je n'ai pas étudié l'art ou la littérature, j'ai étudié les données. J'ai étudié la façon dont les nombres bougent, la façon dont ils se cachent et la façon dont ils disent la vérité quand les gens mentent. Je suis devenu obsédé par sa logique. Les gens sont désordonnés et émotifs. Mais une base de données est honnête. Un an après le début de ma nouvelle vie, le poids écrasant de la réalité m'a frappé, j'ai perdu le bébé. Le médecin a dit que c'était une combinaison de stress extrême et de malnutrition des premières semaines dans la rue. Je me souviens d'être assise dans cette froide salle de clinique serrant un petit bracelet en cordon tressé qu'Evelyne m'avait fait. Je n'ai pas pleuré. Mon cœur s'est senti transformé en un bloc de granit. Je n'avais pas de place pour le chagrin car j'étais trop occupé à alimenter ma rage. Au fil des ans, mon talent pour l'architecture de données s'est transformé en une carrière puis en un empire. J'ai fondé Alysium Data System. Nous ne gérions pas seulement l'information, nous la chassions. À 30 ans, j'étais millionnaire. À 35 ans, j'étais la personne que les géants de l'industrie appelaient quand ils devaient trouver une fuite. Mais il y avait un secret que je gardais même d'Evelyne. Pendant ces 10 premières années de succès, je n'amassais pas seulement des richesses, je jouais un jeu d'ombre avec mon père. Gregory Sterling se croyait malin. Avant qu'il ne me mette à la porte, il avait utilisé mon numéro de sécurité sociale pour co-signer plusieurs dettes de jeux massives et prêts commerciaux défaillants. Il pensait m'avoir laissé avec un poids de plomb autour du cou qui me maintiendrait sous l'eau pour toujours. Je ne l'ai pas poursuivi, pas alors. Au lieu de cela, j'ai dépensé des millions de mon propre argent durement gagné pour racheter discrètement ses dettes. Chaque fois qu'une agence de recouvrement frappait à sa porte, il ne réalisait pas qu'il parlait à une société écran appartenant à la fille qu'il avait abandonnée. J'ai remboursé chaque centime non par amour mais pour une raison bien plus calculée. C'était ma dette invisible. Je voulais m'assurer que lorsque le jour du jugement viendrait, il n'y aurait pas un seul fil, pas un dollar, pas un document légal, pas un souvenir me reliant à lui. J'achetais ma liberté, un paiement d'intérêt à la fois. Je nettoyais le grand livre afin que lorsque je frapperais finalement ce soit clinique. Alors que je vivais dans un monde de logique froide et de gratte-ciel en ascension, les Sterling pourrissaient de l'intérieur. Je les surveillais comme un scientifique observant un virus dans une boîte de pétri. L'entreprise de Gregory était une coquille vide bâtie sur la vanité et le mauvais crédit. Suzanne jouait toujours le rôle de la mondaine de Columbus organisant des galas de bienfaisance avec de l'argent qu'il n'avait pas réellement. Il vivait sur du temps emprunté et j'étais celle qui possédait l'horloge. Je pensais avoir atteint la fin de mon chemin quand j'ai finalement remboursé la dernière des dettes secrètes de Gregory. Je pensais en avoir fini avec eux. Mais ensuite la nouvelle a éclaté concernant la fondation Evelyne et la fiducie massive qu'elle avait laissée en mon nom pour les jeunes déplacés. Les Sterling ont vu les signes du dollar et comme des vautours sentant un animal mourant, ils ont commencé à planer. Ils ne voulaient pas seulement un morceau de mon succès, ils voulaient me récupérer comme un actif perdu. Et ils étaient prêts à utiliser le mensonge le plus dégoûtant imaginable pour y parvenir. 24 ans de silence se sont terminés par un coup qui sonnait comme une exigence. J'ai regardé le moniteur de sécurité dans mon pantouse de Seattle tandis que Gregory et Suzanne Sterling se tenaient la vêtue de couches de laine coûteuses qui ne pouvaient cacher la déchéance de leurs esprits. Ils ressemblaient à des excuses mais je savais mieux, c'était un argumentaire de vente. Quand j'ai ouvert la porte, l'air entre nous est devenu cassant. Gregory n'a pas demandé comment j'allais. Il n'a pas mentionné les 2 décennies de pluie dans lesquelles il m'avait laissé me noyer. Il a juste regardé au-delà de moi dans ma maison, ses yeux avides d'un héritage qu'il n'avait pas gagné. Laissez-nous voir l'enfant, a-t-il dit, sa voix empreinte d'une chaleur fausse et artificielle. Ma mère Suzanne a tendu la main comme pour toucher mon bras, son visage se tordant en un masque de préoccupation maternelle. Nous avons tant pardonné, Brianna, a-t-elle chuchoté. Le gaslighting si naturel qu'il en était presque impressionnant. Il est temps d'être une famille à nouveau. Une histoire comme celle-ci, des retrouvailles, ce serait si puissant. Pense à ton fils. Pense au nom de Sterling. J'ai senti un détachement froid et clinique m'envahir. J'ai reculé, les invitant dans le vestibule non par gentillesse mais pour laisser le piège se refermer. J'ai versé 2 tasses de café que je n'avais aucune intention de boire et me suis assise en face d'eux.
L'enfant est en sécurité et je dis en me penchant en arrière. J'ai regardé les yeux de Suzanne s'illuminer. Elle a commencé à parler d'une campagne de rédemption qu'ils avaient déjà discutée avec une agence de relations publiques appelée Silverline Media. Elle a même sorti un dossier brillant de son sac, un scénario littéral pour une réunion miracle. Nous pouvons partager l'avenir, Brianna. Le monde adore une histoire de retour. Nous avons juste besoin de présenter le garçon au public. C'était une leçon magistrale de manipulation toxique. Ils n'étaient pas là pour moi, ils étaient là parce que leur empire était un cimetière et qu'ils pensaient que j'étais la résurrection. Ils avaient besoin de mon succès, de mon héritier et des millions qu'Evelyn avait laissés en fiducie pour laver l'odeur de leur faillite. Grégory s'est penché en avant, sa montre en acier, la même qui avait brillé dans le couloir quand j'avais 17 ans, attrapant la lumière. Tu nous dois ça, Brianna. Nous t'avons donné les fondations. Nous t'avons donné le sang. Tu ne peux pas priver un petit-fils de sa famille légitime. J'ai laissé le silence s'étirer jusqu'à ce qu'ils deviennent inconfortables, jusqu'à ce qu'ils commencent à se tortiller sur leur siège. J'ai regardé Grégory droit dans les yeux, l'homme qui m'avait remis $50 en guise de sentence de mort, et j'ai souri. Ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était le sourire d'un auditeur qui venait de trouver le zéro manquant. Tu as raison, Grégory, et je dis, ma voix baissant d'une octave. Les familles ne devraient pas avoir de secrets. Mais il y a un petit problème avec votre plan. Voyez-vous, j'ai passé 10 ans à rembourser les dettes de jeu que vous avez signées sous mon nom avant de me jeter dehors. J'ai acheté votre fierté dollar par dollar jusqu'à ce que je possède chaque erreur que vous ayez jamais faite. Suzanne a commencé à protester, sa voix tremblante d'une indignation familière et fragile. Brianna, comment peux-tu être si transactionnelle? Nous parlons de ta chair et de ton sang. Est-ce le cas? Et je demandais. Je me suis levé et j'ai marché vers la fenêtre, regardant la ville que j'avais conquise pendant qu'ils étaient occupés à perdre la leur. Vous voulez voir l'enfant, vous voulez utiliser un petit fil pour sauver votre réputation. Je me suis tourné vers eux, mon visage un masque de clarté absolue. Il n'y a pas d'enfant. Il n'y en a jamais eu. Le bébé que je portais est mort il y a 24 ans dans une clinique de bienfaisance parce que j'avais 17 ans, affamé et brisé par les gens qui étaient censés me protéger. La pièce est devenue si silencieuse que j'ai pu entendre le bourdonnement du réfrigérateur. La bouche de Grégory s'est ouverte mais aucun son n'est sorti. La main de Suzanne s'est portée à sa gorge. Je ne vous ai pas amené ici pour négocier, et je continuais, ma voix mortelle et calme. Je vous ai amené ici pour que vous entendiez la vérité avant le reste du monde. Vous n'êtes pas venu pour un petit-fils. Vous êtes venu pour un salaire. Et malheureusement pour vous, le compte Sterling est officiellement clôturé. Je ne leur ai pas donné la chance de se remettre. Dans mon monde, une fois la brèche détectée, on n'attend pas d'explication. Ben tu vanilles. J'ai regardé le visage de Grégory prendre une douzaine de nuances de gris tandis que les yeux de Suzanne parcouraient la pièce cherchant un scénario qui n'existait pas. Ils n'étaient pas choqués par ce qu'ils avaient fait 24 ans auparavant, ils étaient choqués que j'ai cessé de jouer le jeu. Je ne suis plus la jeune fille de 17 ans effrayée sous la pluie, Grégory, et je dis, ma voix clinique. Je suis la femme qui possède les serveurs qui contiennent votre historique de crédit, et en ce moment votre historique hurle. Ils ont quitté mon pantouse sans un autre mot. Mais le silence n'a pas duré. Dès le lendemain matin, la dynamique familiale toxique que je connaissais si bien est passée à la vitesse supérieure. Suzanne a lancé une campagne de rumeurs appelant mes anciens contacts à Columbus, me dépeignant comme une maniaque sans cœur qui avait volé l'héritage de son propre enfant. Grégory est allé plus loin. Il a divulgué à un tabloïd une photo fortement éditée de moi debout sur mon balcon avec un titre qui disait « La reine des glaces de Seattle cache un héritier secret ». Je n'ai pas répondu à un seul appel. Je n'ai pas publié de réfutation. Je suis retourné à mon bureau chez Elysium et me suis assise à mon terminal. Pour moi, l'émotion n'est que de mauvaises données. Dans un audit, je l'ai supprimé et remplacé par une requête de recherche. J'ai appelé Marcus, mon enquêteur principal. J'ai besoin de chaque octet de données sur Silverline Media et les transactions récentes de Grégory Sterling, lui ai-je dit. Et trouvé Ethan. Je veux savoir exactement combien mon père l'a payé pour disparaître en 2003. En 48 heures, Marcus a livré. Il s'avère que Grégory n'avait pas seulement été avide, il avait été criminel. Mon père avait utilisé la fiducie familiale Sterling de 1989, un fonds qu'Evelyn l'avait en fait aidé à construire des décennies auparavant avant qu'il ne la trahisse pour détourner $1 200 000 vers une série de sociétés écrans. Le but, corrompre Ethan pour qu'il quitte l'État et payer Silverline Media pour une campagne jour rouge qui me forcerait à une réconciliation publique.
Si je refusais, ils allaient utiliser des documents falsifiés pour affirmer que j'étais une mère inapte à un enfant qu'ils avaient l'intention de trouver par le biais d'une agence d'adoption privée. Ils allaient acheter un bébé pour remplacer celui que j'avais perdu juste pour mettre la main sur mon entreprise. Mais la plus grande erreur que Grégory a commise a été la signature. Pour libérer ces fonds, il avait besoin de mon autorisation en tant que bénéficiaire secondaire. Comme je ne lui avais pas parlé depuis 2 décennies, il avait fait la seule chose qu'un architecte de données ne pardonne jamais, il avait falsifié mon empreinte digitale. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, la lumière bleue du moniteur se reflétant dans mes yeux. Ce n'était plus une querelle familiale, c'était un audit forensique. Grégory pensait qu'il jouait un jeu d'émotion, mais je jouais une partie d'échecs avec le moteur d'un grand maître. J'ai passé le reste de la semaine dans un arc d'autonomisation féministe que mon moi plus jeune n'aurait pas reconnu. J'ai coordonné avec mon équipe juridique non pas comme une victime mais comme une commandante. Nous n'avons pas seulement déposé une plainte, nous avons construit une cage. Le vendredi après-midi, j'ai reçu une alerte. Silverline Media tenait un point de presse privé dans un hôtel du centre-ville se préparant à révéler la vérité sur l'héritier Sterling. Grégory et Suzanne étaient là vêtus de leurs plus beaux vêtements du matin, prêts à pleurer pour les caméras. Je me tenais dans mon bureau en verre regardant le flux en direct d'une caméra cachée que Sarah avait placée dans la pièce. J'ai ajusté mon blazer, vérifié l'heure sur ma propre montre, une pièce simple et élégante qui ne brillait pas, et j'ai ressenti une vague de contrôle absolu. Tout est prêt, Brianna. La voix de Sarah crépitait dans mon oreillette. Le script de contournement est chargé. Nous avons les registres de notaire du comté de Lannes. Nous avons la confession d'Ethan sur bande et nous avons le virement bancaire falsifié. J'ai regardé mon reflet dans la fenêtre. La fille qui avait nom Terti Namzua aurait été terrifiée, mais la femme que je suis maintenant attendait juste que l'horloge sonne 12 heures. La salle de bal de l'hôtel était une mer de faux sourires et de parfums coûteux. Grégory et Suzanne se tenaient au centre, flanqués de 2 dirigeants de Silverline Media. Sur le grand écran derrière eux, une vidéo floue diffusait un montage d'anciennes photos de famille de Columbus éditées pour ressembler à un rêve nostalgique. Grégory tenait un microphone, sa voix brisée par une tristesse théâtrale qui aurait trompé quiconque ne savait pas qu'il était un prédateur. Nous avons passé chaque jour des 24 dernières années à chercher notre fille, a dit Grégory à la salle, ses yeux débordant de larmes répétées. Et aujourd'hui nous ne la trouvons pas seulement. Nous trouvons l'avenir de l'héritage Sterling. Nous sommes ici pour annoncer le retour de notre petit-fils. J'étais assise au fond de la pièce, cachée par les ombres et une paire de lunettes noires. J'ai regardé Sarah et lui ai fait un seul signe de tête. La douce musique est soudainement morte. L'écran derrière mon père a clignoté puis est devenu noir. Un faible murmure a traversé le public. Grégory s'est retourné, faisant un geste vers la cabine technique d'un revers de poignet agacé, mais l'écran n'est pas revenu aux photos de famille. Au lieu de cela, une vidéo de sécurité granuleuse en noir et blanc de 2003 est apparue. C'était un enregistrement d'un bureau de notaire à Eugène. La pièce a regardé en silence absolu un Grégory et une Suzanne plus jeunes assis en face d'un avocat. Ils ne pleuraient pas, ils riaient. Grégory a tendu la main et a signé un document intitulé « Renonciation aux droits et responsabilités parentales ». Puis la caméra a capturé l'éclat de sa montre en acier alors qu'il serrait la main de l'avocat. Le murmure dans la salle de bal s'est transformé en un rugissement de confusion. Le visage de Grégory est devenu de la couleur des cendres. C'est une erreur, a-t-il crié, sa voix résonnant à travers les haut-parleurs. C'est un problème technique. Mais le problème n'a pas cessé. L'écran s'est divisé en 3 sections. À gauche, le registre du notaire est apparu soulignant la date et les signatures. Au centre, un témoignage enregistré d'Ethan a été diffusé. Ils m'ont payé $20 000 pour partir. La voix d'Ethan a résonné dans la salle. Grégory m'a dit que si je restais, il utiliserait son influence pour me mettre en prison. Il a dit que Brianna était un mauvais investissement qu'il devait amortir. Et à droite, le coup fatal, une piste d'audit numérique de la fiducie familiale Sterling. Il montrait un transfert $1 200 000 autorisé par une signature numérique falsifiée de mon nom envoyé directement au compte offshore de Silverline Media. Je me suis levé et j'ai enlevé mes lunettes. J'ai marché le long de l'allée centrale, la foule se séparant comme la mer Rouge. Je ne me suis pas précipité, je voulais qu'il voie chaque seconde de mon approche. J'ai atteint la scène et ai pris le microphone de la main tremblante de mon père. Il m'a regardé avec un mélange de terreur et une haine si pure qu'elle en était presque belle. Tu as demandé à voir l'enfant Grégory les jeudis. Ma voix a résonné à travers toute la salle de bal calme et mortelle.
Mais tu as oublié une chose, les données ne mentent pas. Les gens oui. Je me suis tourné vers la presse qui s'empressait maintenant de capturer chaque seconde de l'effondrement. Le nom de Sterling n'est pas un héritage, leur ai-je dit. C'est un bilan de 24 ans de fraude, de falsification et d'abandon. Il n'y a pas de petit-fils. Il n'y a qu'une fille que vous avez essayé d'effacer qui a passé 10 ans à rembourser secrètement vos dettes juste pour ne pas avoir à respirer le même air que vous. Suzanne a essayé d'avancer, son visage un masque de désespoir. Brianna, pense au scandale s'il te plaît. Nous pouvons arranger ça. Je l'ai regardé et pour la première fois en 24 ans je n'ai absolument rien ressenti, pas de colère, pas de douleur, juste la satisfaction tranquille d'un audit terminé. Je l'ai déjà arrangé, Suzanne, et je dis. J'ai fait un geste vers l'arrière de la pièce alors que 4 agents fédéraux en costume franchissaient les portes. J'ai déposé une plainte pénale pour falsification, fraude électronique et vol qualifié. Les serveurs d'Alysium ont déjà envoyé le dossier complet de preuves au procureur. Alors que les agents atteignaient la scène et commençaient à lire ses droits à Grégory, il s'est jeté sur moi, son visage tordu en un grognement. Je t'ai donné la vie. Tu me dois tout. Je n'ai pas bronché. J'ai juste regardé la montre en acier à son poignet, celle qu'il avait utilisée pour lier ma sortie sous la pluie, et j'ai dit. En fait, et je dis, ma voix un chuchotement froid que lui seul pouvait entendre. Selon les $50 que tu m'as donnés à Columbus, je t'ai déjà remboursé avec les intérêts. Tu es à découvert, Grégory, et je clôture le compte. Les flashs des caméras ont semblé une série de petites explosions, mais je n'ai pas scié. J'ai regardé les agents fédéraux emmener Grégory et Suzanne hors de la salle de bal. Le coûteux manteau de laine de mon père était tassé aux épaules, le faisant paraître plus petit, comme un homme se noyant dans sa propre peau. Suzanne était silencieuse maintenant, son visage un flou pâle derrière ses mains. Le silence qui a suivi leur sortie était épais, lourd du poids de 3000 personnes réalisant qu'elles venaient d'assister à une exécution d'entreprise. Je ne suis pas resté pour les questions. Je ne suis pas resté pour les applaudissements. Je suis sorti par le couloir de service, les murs frais en béton, un soulagement bienvenu de la chaleur étouffante de la salle de bal. Quelques jours plus tard, le cycle des nouvelles était passé au scandale suivant, mais les dégâts étaient permanents. La société immobilière de Grégory a déclaré faillite dans la semaine. Chaque partenaire à qui il avait menti s'est manifesté avec ses propres histoires de fraude. Il a été condamné à 12 ans pour fraude électronique et falsification. Suzanne a emménagé dans un petit appartement subventionné par l'État en Arizona, loin des galas et du nom de Sterling qu'elle avait vénéré plus que sa propre fille. J'ai roulé jusqu'à la côte, vers un tronçon isolé du Pacifique où les vagues frappaient les rochers déchiquetés avec une violence rythmique et purificatrice. L'air sentait le sel et le cèdre ancien. Je me suis tenu au bord de l'eau et j'ai fouillé dans ma poche en sortant ce vieux billet de $50 boueux. Il était effiloché sur les bords, l'encre délavée, une relique d'une vie qui ne m'appartenait plus. Je n'ai pas ressenti une montée de triomphe. Je n'ai pas ressenti le brûlant de la vengeance, à la place j'ai ressenti un profond sentiment de clôture. Ma vie avait été une réfutation pendant 24 ans, une longue phrase compliquée écrite en réponse au rejet de mon père. Mais en regardant la marée monter, j'ai réalisé que je n'avais plus besoin de discuter. L'audit était terminé. Les comptes étaient équilibrés. J'ai lâché le billet. Il a attrapé une rafale de vent, flottant un instant comme un oiseau mourant avant que l'eau grise ne l'engloutisse et ne l'entraîne dans les profondeurs. Cette nuit-là, je suis retourné à l'hôtel qu'Evelyne m'avait laissé. Je suis entré dans le hall, l'odeur de linge frais et de lavande me saluant comme une vieille amie. Je me suis assise derrière la réception, la même où j'avais passé des années à apprendre le langage des données. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai regardé le site web de la fondation. Nous venions de recevoir 300 nouvelles candidatures de jeunes à qui on avait dit qu'ils étaient des erreurs. J'ai passé les 4 heures suivantes à lire leurs histoires. Je n'ai pas vu de chiffres ou de points de données, j'ai vu des survivants. La famille n'est pas la maison qui vous jette sous la pluie. Ce n'est pas le sang qui vous trahit ou le nom qui essaie de vous posséder. La famille est la personne qui vous tend une tasse de thé chaude quand il ne vous reste rien. C'est la femme qui vous dit que votre éclat est un privilège que le monde n'a pas encore gagné. J'ai regardé le petit bracelet en cordon tressé toujours noué à mon poignet. Il était un peu effiloché tout comme moi, mais il était fort. J'ai réalisé que mon père ne m'avait pas pris mon avenir cette nuit-là à Columbus, il m'avait juste forcé à en construire un qu'il ne pourrait pas toucher. Si cette histoire vous a ému, si vous avez déjà été celui ou celle qui se tenait sous la pluie tandis que la porte se fermait, sachez que vous n'êtes pas défini par ceux qui vous ont laissé. Vous êtes défini par ce que vous êtes devenu lorsque vous avez décidé de continuer à avancer. Veuillez vous abonner et partager cette histoire. Vous ne la racontez pas seul.
J'ai fermé mon ordinateur portable, j'ai écouté le léger bourdonnement du bâtiment et pour la première fois en 24 ans j'ai dormi jusqu'au lever du soleil. Pas de bruit, pas de fantôme, juste la paix.